Règle numéro 1, il agit principalement la nuit. Règle numéro 2, ses pouvoirs sont limités durant la journée. Règle numéro 3, il ne se reflète ni dans les miroirs, ni à la surface de l'eau. Si vous vous retrouvez devant lui par inadvertance, vos seules chances de le repousser seront de posséder un crucifix, un talisman ou n'importe quel symbole religieux. Mais encore faut-il réussir à lui enfoncer un pieu en plein cœur et à remplir sa bouche d'ail afin de l'empêcher de revenir à la vie. Et ne croyez pas être en sécurité derrière vos écrans, car sa menace plane sur tous, indépendamment des origines ethniques, des classes sociales, du genre ou de l'âge. Absolument personne n'est à l'abri. Il viendra vous trouver peu importe ce que vous pensez, peu importe la moralité que vous portez en vous, parce que ce qui compte à la fin, c'est le sang qui coule dans vos veines, ce sang dont il se délectera avant de vous faire sombrer petit à petit dans la folie de la liberté. Voilà comment Shinichi Sakamoto s'approprie le célèbre mythe de Dracula, imaginé à l'origine par l'écrivain anglais Bram Stoker, pour en proposer une relecture moderne et troublante. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons parler de DRCL Midnight Children, un récit sombre et mystérieux qui ne se gêne pas pour déconstruire les pensées figées et archaïques de la fin du 19e siècle. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. On est tout proche des 1000 abonnés, donc si tu veux continuer de parler de manga anime avec moi, alors n'hésite pas à cliquer sur le bouton. Sur ce, allons-y. À la fin du 19e siècle, un vaisseau russe embarque d'étranges caisses remplies d'une terre à l'odeur pestilentielle. La traversée des océans est un calvaire pour l'équipage. Disparitions et morts suspectes s'enchaînent. Certains parlent d'un fantôme. Quand le bateau parvient enfin à destination en Angleterre, il a tout d'une épave flottante. Alors que la police portuaire se lance à la recherche de survivants, elle tombe sur une énorme créature mi-homme mi-loup qui disparaît comme par magie. Quelques instants plus tard, dans le cimetière de la ville, 4 élèves du prestigieux établissement Whiteby assistent à une scène terrifiante. Un de leurs camarades est capturé par une bête ténébreuse. Seule Mina, l'unique fille de l'établissement, a le courage de voler à son secours. Mais il est déjà trop tard. En effet, les crocs de la bête assoiffée de chair et de sang sont déjà plantés profondément dans le cou frêle jeune Luke, événement qui le rendra bien évidemment pas indifférent. Ce n'est pas un hasard si Shinichi Sakamoto fait intervenir Mina dès la première scène de tension. En effet, elle est montrée comme étant la seule fille du groupe, la seule à avoir montré du courage dans le sauvetage de Luke, pendant que les autres restaient figés sur place. À partir de cet instant, on comprend que c'est elle, la véritable héroïne de l'histoire. On remarque alors que ses premiers mots prononcés dans l'histoire sont le terme CAC ou CACC, étant donné que c'est l'acronyme de Catch As Catch Can, un style de catch dérivé de la lutte qui fut alors pratiqué en Angleterre. Ce que j'aime bien avec cette présentation de son personnage, c'est que l'on cerne directement ce que le personnage va essayer de proposer dans l'histoire. Son visage de jeune fille à l'apparence coquette qui se reflète dans le miroir contraste avec ce terme qu'elle prononce, terme qui représente un sport d'homme, un sport où la femme n'est pas la bienvenue. On peut alors très bien imaginer que Mina représente dès son introduction une figure émancipatrice de la femme, figure que Sakamoto affectionne tout particulièrement, comme en témoigne le personnage de Marie-Joseph Sanson dans le manga Innocent. Ce qui est encore plus frappant, c'est que le miroir dans la tradition gothique n'est jamais un simple objet. Source de révélation intérieure, il reflète le véritable fond de la personne qui se trouve devant. Je suis persuadé que Sakamoto a pensé à ce détail, et j'aime beaucoup comment il s'en sert pour révéler la volonté cachée de Mina de s'affranchir des normes. En fait, Mina c'est une fille dans un espace d'hommes. En effet, le prestigieux établissement de Whiteby assure l'éducation de la jeune caste de riches et bourgeois anglais. Mina se retrouve alors à étudier avec ses homologues masculins, car elle participe à un programme qui permet la promotion de l'éducation féminine. Chose à noter tant c'était extrêmement rare à cette époque-là. Mais ne vous trompez pas à son sujet. N'allez pas la prendre en pitié parce qu'elle se retrouve au sein d'un lieu où le patriarcat règne en maître. Ça serait jouer le jeu de cette époque où la femme était perçue comme une figure faible, ingénue et pure. Ça serait la réduire à quelque chose qu'elle ne veut pas représenter. Parce que oui, Mina, elle a des armes. Plus précisément, elle a ses armes à elle. Elle n'est pas venue faire acte de présence, ou pour montrer à la société que malgré cette opportunité, elle n'en fera absolument rien. En effet, à mon sens, je dirais que ce qui caractérise le plus Mina, c'est sa rationalité, parce qu'on a tous le même nombre d'os et d'articulations, et que donc par conséquent, toutes les prises de lutte marchent aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Elle n'hésite alors pas à essayer de sortir de ce carcan de féminité en apprenant le CACC, ce sport de lutte anglaise. Et quand elle exécute une prise, c'est comme si c'était le monde entier qui bascule, une vision inversée où les normes éclatent au sol comme des vertèbres désarticulées. Dans une interview, Sakamoto disait lui-même qu'il lui semblait important de montrer qu'il y avait des femmes qui pouvaient se lancer dans ce sport. Pour lui, le fait que Mina fasse du catch en tant que femme, c'est un reflet de la capacité féminine à surmonter des limites posées par le patriarcat. Mina est aussi une excellente élève, et tend à prouver qu'une femme sait aussi se servir de sa tête. Parce qu'après tout, même s'il est invisible, le plus épouvantable des démons peut à coup sûr être terrassé par l'étude méthodique de ses caractéristiques et de son mode de fonctionnement. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'elle prononce, car elle a à mon sens plusieurs niveaux de lecture. De prime abord, on peut naturellement penser qu'elle insiste sur le fait qu'être un homme ou être une femme importe peu. Tant qu'on a la volonté de faire bouger les choses et de guérir ce monde des maux qu'il subit, n'importe qui peut élaborer
élaborer une stratégie en travaillant sur soi-même pour parvenir à réaliser n'importe quel objectif. Mais plus encore, cette phrase incarne une tension centrale de l'œuvre, celle entre la rationalité calme et lucide de Mina et la nature insaisissable, chaotique et presque mystique de Dracula. Je la vois un peu comme une forme de duel symbolique, la science face au mythe, la logique contre l'instinct, la lumière contre les ténèbres. Avant de commencer à écrire son histoire, Shinichi Sakamoto s'est énormément questionné sur le sens que Bram Stoker a voulu donner à Dracula dans le récit initial. Il pensa alors que son idée de départ venait de la pandémie de choléra, un ennemi tenace, autant invisible qu'insaisissable. Ainsi Sakamoto a transposé cette idée dans un contexte plus actuel qu'est le Covid-19. En effet, c'est dans cette période qu'il a commencé à élaborer les prémices de son histoire. Il est alors tout à fait naturel de dire que Dracula représente un certain mal, une certaine propagation non pas d'une maladie, mais sûrement d'une idée étrangère à cette Angleterre du 19e siècle. Et Mina est bien décidée à mettre tout en œuvre pour poser le doigt dessus. Évidemment, tout cela c'est sans compter Luke, le jeune élève qui s'est fait mordre par Dracula et qui semble montrer peu à peu une nature différente au fur et à mesure que l'on défile les pages du manga. Il est important de noter que le personnage de Luke n'existe pas dans le roman de Bram Stoker, contrairement au personnage de Lucy. Plus précisément, Sakamoto en a fait un personnage androgyne, un personnage qui se présente le jour comme étant un homme, mais qui se comporte et s'affiche comme une femme la nuit tombée. Ce trait d'ambivalence est encore plus accentué par la morsure qu'il a subie de Dracula, car une fois la nuit tombée, il se met à déambuler dans les couloirs et les pièces de l'internat comme s'il se sentait enfin libéré de quelque chose, comme si Dracula l'avait libéré de sa nature ambiguë, et qu'il pouvait enfin exprimer l'entière personnalité qu'il avait toujours cachée au fond de lui-même. Dans les récits de vampires occidentaux, les victimes de morsures sont très souvent de belles femmes. Ainsi, c'est avec une volonté de revisiter le mythe que Sakamoto propose ce personnage qui n'est ni un garçon à proprement parler. Le jour où il se dévoile comme étant Luke, le jeune homme sensible à l'art et attaché à la camaraderie qu'il entretient avec son petit groupe d'amis, tandis que la nuit il devient Lucy, une version débridée de lui-même à la recherche de limites morales et sociales à transgresser. On sent que Lucy, telle qu'elle se manifeste la nuit dans l'enceinte de Whiteby, incarne une figure d'émancipation totale, presque anarchique. Sur le plan charnel, elle rejette les normes classiques de la monogamie ou de l'amour romantique. Elle ne cherche pas un partenaire unique, mais revendique le droit de désirer plusieurs hommes à la fois, sans distinction, sans aucune justification. Ce qui rend cette figure encore plus dérangeante, c'est qu'en tant que vampire, Lucy dispose du pouvoir de transformer son apparence à volonté, comme le Dracula originel de Bram Stoker. Elle n'hésite pas à se vieillir intentionnellement, à jouer sur les codes de l'âge, de l'attirance et de la séduction pour piéger ses proies dans une illusion troublante. Ce choix narratif traduit une idée forte. L'attirance charnelle, selon Lucy, dépasse les catégories sociales et biologiques. Ce n'est plus une question d'âge, de genre ou de rôle, mais de pulsion libre, assumée, pulsion qui devient provocante, une pulsion à son image. En ce sens, Lucy devient le miroir noir de Mina. Là où Mina canalise sa liberté à travers la rationalité et la discipline, Lucy incarne la transgression pure, celle qui teste les limites du désir et de la morale. Ce personnage était déjà un objet de fascination aux yeux de son petit groupe d'amis. En effet, chacun d'eux ont tous des valeurs et des pensées fondées profondément dans le patriarcat, dans l'image d'hommes forts et vaillants qu'ils se doivent d'être. Seulement, la version qu'ils connaissent tous de Lucy est Luke, mais cette version ne les rend pas indifférents pour autant. Arthur est issu de l'aristocratie anglaise. Il est censé incarner l'élite masculine de son époque. Discipline, noblesse, droiture, mariage stratégique sont les choses qui commandent sa vie, et sa route semble toute tracée. Mais malgré son rang, malgré les poids des attentes sociales, Arthur se retrouve troublé. Ce qu'il ressent pour Luke va à l'encontre de tout ce qu'on lui a appris à désirer, à aimer, à vouloir. Ce désir qu'il éprouve n'est pas assumé, mais il est là, il est latent. Et le vampire n'a pas besoin d'y ajouter grand chose pour que ce sentiment d'ambiguïté remonte à la surface. Quincy est le fils d'un richissime texan, élevé dans une culture viriliste où l'honneur, la conquête et la foi chrétienne occupent une place centrale. Comme son ami Arthur, il n'est pas insensible au charme subtil et ambigu de Luke. Mais là où Arthur semble peu à peu assumer son attirance, jusqu'à vouloir se présenter comme un sorte de chevalier protecteur, prêt à tout pour défendre Luke, Quincy lui est dévoré par la culpabilité. Chez lui, le désir ne se manifeste pas avec douceur, mais avec conflit intérieur. Il est tiraillé entre l'attirance qu'il ressent pour Luke et les valeurs rigides de la foi, qui condamnent tout écart à la norme hétérosexuelle et genrée. Quincy vacille, non pas par faiblesse, mais parce que Luke, ou plutôt la figure de Lucy, vient remettre en question les fondements même de sa morale. La présence de Luke agit alors comme un révélateur, non seulement du refoulé sexuel, mais aussi d'un déséquilibre spirituel plus profond. Par ce biais, Sakamoto montre à quel point les normes religieuses et sociales peuvent vaciller face à une identité qui refuse de se laisser enfermer dans une case. Luke et Lucy deviennent ainsi le prisme à travers lequel chaque personnage est contraint d'affirmer ses propres contradictions, car après tout, DRCL se transmet indépendamment des origines ethniques, des classes sociales, du genre ou de l'âge. Le fait que Luke et Dracula puissent changer de forme indéfiniment souligne la subjectivité de l'image qu'ils renvoient. On ne sait jamais vraiment à qui on a affaire en face de nous. Ainsi, seuls les réflexes humains et les mécanismes de défense propres à chacun sont déterminants dans ce que va devenir la personne, une fois en contact avec la maladie incurable qu'est la vampiriosité. Les différentes strates de la société qu'incarne chaque personnage du récit, les différentes positions sociales exercées dans le récit, avec tout ce que ça peut impliquer comme friction ou point de vue, qu'ils soient convergents ou fondamentalement opposés, participent à la complexité de ce que propose Shinichi Sakamoto dans sa vision de la mort. En fait, chaque personnage de ce manga sera confronté à ses propres contradictions, à ses propres volontés enfouies, et la figure du vampire est là pour extraire goutte à goutte les tourments, les doutes, les non-dits que porte tout individu. Le
chemin est alors parsemé de plusieurs choix. Choisir la morsure et la folie libératrice qui en découle, ou bien choisir d'affronter le conte. Nos protagonistes optent alors pour la seconde voie, unir leurs forces malgré leurs différences de classe, de genre et de moralité, pour tenter ainsi de terrasser celui qui est la cause de tous les tourments, le comte Dracula. Du coup, pour conclure la vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller lire ce manga en fait. Ça fait quand même une dizaine de minutes que vous m'entendez argumenter, donc d'abord je tiens à vous en remercier. Puis je n'ai pas trop abordé les autres œuvres de Shinichi Sakamoto comme Innocence ou encore Ascension, qui ne sont pas en reste en ce qui concerne écriture et dessin époustouflant. Donc voilà, ça vaut le détour, croyez-moi là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous connaissez déjà la chanson. Et sur ce les frères, prenez soin de vous.